Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au CUM pour cette nouvelle conférence qui s'inscrit dans cette année olympique. Et évidemment, les Jeux Olympiques, c'est le monde entier. Et nous avons des figures à Nice, nous avons la chance d'avoir des figures à Nice qui ont été des figures internationales, mais qui restent très ancrées sur ce beau territoire, telle Suzanne Lenglen, qui est donc une joueuse de tennis assez exceptionnelle, mais au-delà de son jeu, au-delà de son talent de sportive, vous allez découvrir que c'est une femme tout à fait exceptionnelle qui a su, dans son temps, trouver sa place, trouver une identité et servir aussi la cause des femmes à une époque où c'était pas facile du tout. Donc pour parler de Suzanne Lenglen, nous avons eu le plaisir de recevoir Jean-Christophe Pifot, qui... Bonjour. Oui, vous pouvez l'applaudir. Qui a signé un livre sur Suzanne Lenglen qui est très très intéressant, vous verrez, parce que justement ça va au-delà du sport, comme je vous le disais, et on est presque dans une philosophie du sport, on est dans la description de toute une époque. Voilà, ce petit livre publié chez Calippe que vous pourrez vous procurer à la fin de cette séance, qu'il se fera un plaisir de vous dédicacer pour pouvoir poursuivre cette conférence. Donc nous sommes très très heureux de vous voir ici pour célébrer cette grande figure, et nous remercions infiniment notre invité Jean-Christophe Pifot d'être avec nous aujourd'hui. Très bonne conférence. Merci Karine, merci à la ville de Nice. C'est un honneur que d'être ici avec vous, dans cette salle que beaucoup de conférenciers envient. Suzanne Lenglen, je vais peut-être commencer par une petite anecdote. C'était il y a presque 3 ans. Un éditeur vient me voir et me dit je lance une collection de biographies, j'aimerais avoir quelque chose sur le sport, il faut des personnages qui ont changé l'histoire. Et tarte à la crème, il me dit les mousquetaires. Ça serait vachement bien que tu me fasses un truc sur les mousquetaires. Je dis non, les mousquetaires, il y a eu au moins 40 biographies. Non, il y a une femme qui est beaucoup plus importante. C'est Suzanne Lenglen. Alors, il ouvre des yeux grands comme des soucoupes et il me dit « Suzanne Lenglen, oui, c'est un cours, mais autrement, so what ?» Après, 1 heure plus tard, parce que quand je parle de Suzanne, ça peut durer, 1 heure plus tard, la question ne se pose plus. Et donc, je vais vous faire partager ce que l'on ressent quand on travaille sur une femme assez extraordinaire. Et puis en parler ici, c'est d'autant plus émouvant que tennistiquement et même intellectuellement, elle se crée ici, chez vous, à Nice. En tout petit préambule, le tennis est un sport quand Suzanne va jouer. Suzanne, elle est née en 1899, elle va mourir en 1938. Très jeune donc, d'une leucémie. Lorsqu'elle commence à jouer au tennis dans les années 1910, il y a 12 000 personnes en France qui jouent au tennis. Rien. Et ici à Nice, pour jouer au tennis, il faut parler anglais. On y retrouve le roi de Suède, on va dire la cour des lords anglais. Tous les pairs d'Angleterre sont là l'hiver, mais ça vous le savez, je pense, vous connaissez votre histoire méditerranéenne. Et ce qu'il y a d'absolument incroyable, c'est que 11 ans plus tard, avec une raquette, Suzanne Lenglen va être la femme la plus connue au monde. La plus connue au monde. C'est-à-dire que vous allez en Australie, vous allez... juste une toute petite anecdote, et après je rentre dans le parcours de Suzanne, mais Alain Gerbaud, quand il fait son premier tour du monde à la voile, il part d'ici, il est sur une île du Pacifique, on est en 1926, il jette une amarre, et puis vous savez qu'Alain Gerbaud, il a été joueur de tennis au Nice Lawn Tennis Club, et un bon champion, un bon joueur. Il jette son amarre, et puis sa première question, c'est « Suzanne Lenglen, où en est-elle » Et celui qui prend l'amarre, on est au milieu d'une île du Pacifique, lui dit « Elle vient de gagner le match du siècle, elle va certainement encore gagner Wimbledon. » C'est vous donner une idée de la notoriété de cette femme qui, je pense, n'aura jamais d'équivalent. Je reviens à son histoire. Peut-être même un tout petit préambule encore. Elle joue au tennis. Le tennis,
On dit beaucoup de bêtises sur ce sport, notamment que le mot tennis vient du français tenets, parce qu'à la paume, on présentait la balle, et les Anglais qui comprennent rien, on dit tennis à la place de tenets. C'était au XVIIe siècle. Ah ben non, parce qu'en 1555, il y a un monsieur qui s'appelle Scaino, qui définit les formes d'un court. En France, on va appeler ça un court de paume. Partout en Europe, on appelle ça un court de tennis. Et on compte les points, 15, 30, 40 jeux. 6 jeux pour gagner un set, 3 sets pour gagner un match. Les règles du tennis remontent à 1555. C'est quand même une histoire absolument hallucinante. Et on a retrouvé des plans de châteaux du XIIe siècle où on a des cours de tennis qui sont représentés. Alors bien sûr, ce sont des cours de paume, mais la différence entre le tennis et la paume est assez subtile. Aujourd'hui, il y a encore entre 5 et 6 000 personnes dans le monde qui jouent à la paume et qui se battent pour avoir le titre de champion du monde. Là, on est au château de Fontainebleau, qui est le plus vieux court de tennis de France. Il a été construit par Henri IV. Et il est toujours en activité. Mais revenons à Suzanne. L'histoire de Suzanne, elle commence le 1er juillet 1903. Je ne sais pas si cette date évoque quelque chose pour vous, mais pour tous les passionnés du Tour de France, c'est la date. C'est le départ du premier Tour de France. On est au sud de Paris et Charles Langlaine, papa de Suzanne, porte son fils cadet qui s'appelle Philippe. Et Charles Langlaine est un passionné de cyclisme. Il est un peu trop vieux pour être un champion, mais il fait plein de courses amateurs et il emmène son fils voir une course, une compétition, dont il est persuadé que d'ici une vingtaine d'années, il sera le vainqueur. Il veut faire de son fils un champion de cyclisme parce que lui-même n'arrive pas à être un champion. Trop vieux. Un mois plus tard, Philippe décède d'une méningite. Les rêves de Charles s'effondrent, mais il a une petite fille, la grande sœur, qui, elle, était là. Et il va reporter tout son désir de sport et de compétition sur sa fille. Et il va lui apprendre un tas de sports. Il va lui apprendre, lui faire faire de la gymnastique, lui faire faire de la natation, lui faire faire de l'équitation, lui faire faire de la bicyclette, lui faire faire du diabolo. Avec une idée essentielle, pas d'en faire une championne, parce qu'à l'époque, les femmes, c'est pas leur truc. En tout cas, Pierre de Coubertin pense qu'elles sont pas là pour faire du sport. Par contre, il faut renforcer sa santé parce qu'elle est un peu malade et la perte de son fils, déjà, est un traumatisme tellement fort qu'il va vouloir protéger sa fille. Et pour la renforcer, c'est le sport. Et quel que soit le sport dans lequel s'engage Suzanne, les entraîneurs viennent voir Charles et lui disent hey, « Confiez-la nous, elle est exceptionnelle. » En natation, on est sûr qu'elle sera championne du monde. En gymnastique, pareil, quel que soit le sport. Charles il veut qu'elle soit en bonne santé. Il va s'occuper d'elle particulièrement sur un sport qui est le diabolo. Vous savez, ces deux demi-sphères rassemblées, une corde, on jette le diabolo, on fait des figures. Et il l'entraîne au diabolo. Il ne sait pas jouer lui-même, mais il a des notions de biomécanique, il a des notions de sport, il est pharmacien, et il a fait des études de biomécanique. À l'époque, c'est très novateur. Elle est, bien sûr, hyper douée. Et puis, la famille Langlaine, c'est une famille de la grande bourgeoisie parisienne. C'est les premiers propriétaires de voitures à Paris, par exemple. Ils sont dans les 10 premiers propriétaires d'automobiles, donc ça va. Et ils vont suivre la mode des Anglais, c'est-à-dire aller passer leurs hivers à Nice. Et à Nice, sur la promenade des Anglais, Suzanne s'entraîne au diabolo. Mais comme elle est exceptionnelle, on sait qu'à 4 heures, au lieu de venir au CUM, ils vont juste en face et on va regarder Suzanne jouer au diabolo. Et ce qu'elle fait au diabolo, c'est un numéro de cirque. Elle est exceptionnelle. Donc il y a de plus en plus de monde. Aujourd'hui, on le voit encore, hein, c'est pas le diabolo, mais le soir, j'ai vu que c'était toujours une activité qui rassemble du monde que de faire du spectacle. Et Charles Langlaine, il est là, il corrige. Et puis, il y a une personne qui est là, qui joue au Nice Lawn Tennis Club. Il a envie que les gens du club de Nice voient cette jeune fille jouer au diabolo. Et Suzanne va se produire au Nice Lawn Tennis Club, qui à l'époque est Place Mozart. Et, chose incroyable, ses parents ont un appartement Place Mozart, qui donne sur les cours
du Nice Lawn Tennis Club. Suzanne, déjà depuis son balcon, elle regardait le tennis avec intérêt, c'est un truc qu'elle n'y avait jamais touché. Et puis là, elle fait sa démonstration. Et pendant qu'elle fait sa démonstration, il y a un professeur exceptionnel, Joseph Negro, qui est en train de jouer avec un joueur exceptionnel, qui est un joueur australien, qui s'appelle Tony Wilding, qui a déjà gagné 3 fois Wimbledon. Exceptionnel. Et Suzanne, elle voit ça, et le diabolo, ça ne l'intéresse plus du tout. Elle dit à son père, moi je veux faire ce truc-là. Je veux jouer au tennis. Parce qu'elle voit 2 très grands champions qui sont en train de jouer. Charles ne refuse rien à sa fille, donc il va voir les patrons du club, enfin le président du club, le board. À l'époque, on parlait anglais, donc le board du club. Et est-ce que ma fille pourrait prendre des cours de tennis? Ah, monsieur, pas avant d'avoir 14 ans. Et puis, il faut que vous soyez coopté, pardon, le micro était un peu loin, il faut que vous soyez coopté par 10 membres du club qui attestent que vous pouvez venir chez nous. Autant dire qu'on leur ferme la porte au nez. Charles, ça ne va pas suffire à le faire arrêter. Il va faire construire un terrain de tennis dans sa propriété. Entre-temps, il a déménagé, il n'est plus à Paris, il est à Marais-sur-Matz, il est en Picardie. Il fait construire un cours de tennis, de telle sorte que quand au printemps, ils reviennent chez eux, dans leur maison, il y a un cours de tennis. Et Charles a décidé qu'il allait devenir le professeur de Suzanne. Il n'a jamais touché une raquette. Par contre, cette décision prise 3 mois avant, il va voir tous les tournois de tennis avec un petit carnet de notes. Et il note les gestes, ce qui marche bien, ce qui est efficace. Et puis, comme il est biomécanicien, il se dit « Ah, le coup droit, là, il s'arrête là. Peut-être que s'il relâche un peu le poignet, ça peut être mieux. » Quand ils arrivent à Marais-sur-Matz, il va devenir son entraîneur. Comme il n'est pas capable de jouer, il achète une centaine de balles, un panier, il pose ses balles et ce panier sur une chaise et il envoie une balle à droite, une balle à gauche et il commence à faire jouer Suzanne. Et Suzanne, c'est une prodige. C'est une fille absolument incroyable. 4 mois après avoir commencé à mettre en place cette méthode d'entraînement inventée, Suzanne va faire son premier tournoi de tennis en Picardie, à Chantilly. Elle va en finale. Et ce n'est pas un tournoi pour enfants, il n'y en a pas. C'est un tournoi de dames. Alors, des dames qui jouent avec des robes qui vont jusqu'aux chevilles, qui ont un corsage qui est fermé jusqu'au cou, qui ont un corset. On aurait pu leur mettre des boulets pour les empêcher de courir, on n'aurait pas hésité. Bref, elles jouent de façon très contrainte. Elle, c'est une enfant, elle a un corps déjà libéré. Elle court à droite à gauche, elle arrive en finale. Et en finale, elle joue contre une dame qui fait partie de l'équipe du Nice Lawn Tennis Club. Parce que l'hiver, on est ici, et puis l'été, on va faire des tournois en Normandie, en Bretagne. Et là, il ne faut pas laisser partir cette petite. Il ne faut pas qu'elle aille jouer au Racing Club de France. Il faut qu'elle joue à Nice. Et l'hiver suivant, quand elle revient, elle est attendue par le club et elle devient la première enfant membre du club de tennis. Sans être la fille de gens qui jouent. Non, elle a sa première licence. Et là, la méthode Langlaine se met en place. Charles l'entraîne tous les jours et invente des procédés d'entraînement avec elle. Parce que souvent on dit Charles a fabriqué Suzanne. Non, on n'impose rien à Suzanne. Suzanne, il faut qu'elle soit d'accord, même à 10 ans, même à 11 ans, même à 12 ans. Ils mettent en place ensemble une méthode d'entraînement où on ne fait pas que du tennis. On fait de la corde à sauter pour travailler le jeu de jambes. On fait du fractionné, ça veut dire qu'on fait des petits sprints. Et puis on récupère, et puis on refait un sprint sans la balle, sans la raquette. On va faire du mur avec des cibles. On travaille le coup droit, on travaille le revers, on travaille le service. En fait, on travaille et on s'amuse. Et Suzanne, elle progresse à une vitesse absolument incroyable. À 13 ans, elle joue dans l'équipe qui représente le Nice Lawn Tennis Club. Elle va jouer à Bordighera, c'est ça ? Le club côté italien, où il y a des Anglais côté italien qui défient les Anglais côté français. Et elle représente le club de Nice en tant que fille. C'est une compétition mixte, très en avance à l'époque. Quand elle arrive, elle a 13 ans. À Bordighera, on ne la connaît pas. Donc quand elle arrive, on s'adresse à Madame Langlaine, Anaïs. On dit « Madame, allez vous changer ?» Elle dit « Non, c'est pas moi, c'est la petite là. » On se marre.
Et plaisanterie, elle va jouer contre la meilleure joueuse de Body Guerra, qui est allée en demi-finale de Wimbledon. Un massacre. L'Anglaise va changer de faciès et va prendre une déculottée dont on parle encore, paraît-il, de ce côté-ci de la Riviera. Toujours est-il que Suzanne, elle est en pleine progression. Et puis, Charles, il est extrêmement intelligent, comme sa fille. Suzanne, elle a bien conscience qu'elle joue avec quelqu'un qui lui envoie des balles, mais ne peut pas les renvoyer. C'est quand même pas top. Alors, elle s'entraîne avec des hommes à droite à gauche, mais il lui faut un petit truc en plus. Et le petit truc en plus, eh ben, c'est le professeur d'ici. Il s'appelle Joseph Negro. Et Joseph, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. C'est un fils d'émigrés italiens. Et ce n'est pas le monde du tennis. Mais pour se faire de l'argent, il ramasse les balles. Et puis on l'autorise à jouer. Et en fait, c'est un joueur exceptionnel. C'est un joueur qui aurait pu avoir une carrière extraordinaire, sauf qu'il n'est pas rentier, il n'est pas nanti. Donc pour vivre du tennis, il est professeur. Et étant professeur, il n'a pas le droit de faire des tournois. Les tournois sont réservés aux amateurs. Et être un professeur de tennis, c'est être professionnel. Mais c'est un joueur absolument exceptionnel. Et Suzanne, elle a bien repéré qu'elle avait besoin de ses conseils. Et elle va demander à Charles, qui refuse que quelqu'un d'autre que lui s'occupe d'elle. Il dit, il faut que M. Negro s'occupe de moi aussi. Et donc c'est un binôme qui va se mettre en place. Charles et Joseph, qui, à Nice, vont construire et aider Suzanne à se développer. En 1914, avant que la guerre n'éclate, on est à l'hiver 1914, Tony Wilding, le champion dont je vous ai déjà parlé, exceptionnel, qui a bien repéré que cette fille, elle est incroyable, va la voir et lui dit « ça serait bien qu'on joue ensemble le tournoi du Majestic à Cannes, en double mixte ». Suzanne, c'est lui qui a suscité son envie de jouer quand il jouait avec Joseph Negro. Elle est vachement émue. Et puis il lui dit « mais tu vas le faire aussi en simple ». Et Suzanne dit c'est quand même un grand tournoi, il y a la vainqueur de Wimbledon qui va le jouer. Je vais le faire en tournoi handicap, parce qu'à l'époque, il y avait 2 tournois. Il y avait un tournoi sans handicap et un tournoi avec handicap. Elle dit, à mon âge, il faut mieux que je fasse le handicap. Tony Wilding et Joseph Negro lui disent, non, tu fais le vrai. Alors, ils vont gagner le double mixte, sans difficulté. Et en simple, elle va aller jusqu'en finale. Et elle va perdre difficilement contre la vainqueur de Wimbledon. Et là, Joseph, Charles et Tony disent à Suzanne, maintenant, il y a les championnats du monde. Et ils lui donnent confiance. Ils disent, tu peux y aller. Tu vas voir, ça va être exceptionnel. Ça se passe à Paris, et c'est les championnats du monde sur terre battue. Elle monte à Paris, et à 14 ans, elle devient championne du monde. Alors, je vais vous montrer une petite image de Suzanne. Hop. Ça, c'est celle qui va gagner le premier titre de championne du monde de tennis sur terre battue. Elle s'entraîne aussi au tennis de table. En gros, Charles et Suzanne jouent à tous les sports, tout ce qui peut lui faire du bien. Charles considère que le tennis de table, ça lui permet de travailler ses réflexes. Derrière les championnats du monde sur terre battue, théoriquement, il y a Wimbledon. Mais Charles dit à Suzanne, tu n'es pas encore prête, tu n'as jamais joué sur gazon, tu n'as joué que sur terre battue. Tu feras Wimbledon l'année prochaine. L'année prochaine, c'est 1915. Il n'y aura pas d'année prochaine. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que cette première victoire, 1914, c'est le premier tournoi international que fait Suzanne Lenglen. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne sera jamais battue. Ça paraît sidérant, mais c'est quelque chose qui ne sera jamais égalé. Elle ne sera jamais battue. Mais parce qu'elle est incroyablement intelligente. La guerre se passe. Il est hors de question de remonter à Marais-sur-Matz. On est en fait sur la ligne de front. La maison des Lenglen est réquisitionnée pour devenir le lieu de l'état-major d'un régiment français. Donc, il reste à Nice, place Mozart d'abord. Et elle s'entraîne. Et elle est marquée par la guerre. Parce que tous ses camarades de jeu, à commencer par Tony Wilding, son dieu. Tony Wilding, il va mourir pulvérisé par un obus en 1915 dans la Somme, pas loin de chez elle. Quand elle l'apprend, c'est un drame.
Et puis, Joseph, il va être blessé, il va revenir avec une grave blessure à la jambe. Et il se passe quelque chose entre Suzanne et les joueurs de tennis, c'est que, vous savez, ceux qui reviennent du front, ils ne parlent pas, ils ne disent pas ce qui leur arrive. Mais quand on est camarade de vestiaire, on a une intimité particulière. Et Suzanne, elle vit la guerre des hommes parce qu'il se confie à elle comme on se confie à un camarade de vestiaire. Et elle veut s'engager dans la guerre parce que elle est toute jeune, hein, elle a 16 ans, elle ne peut pas. Elle ne peut même pas être infirmière. Elle va faire quelque chose. La Croix-Rouge va la solliciter, elle va jouer des matchs exhibition, parce qu'on commence à parler d'elle beaucoup. Et ces matchs exhibition, les gens payent pour l'avoir joué, et c'est pour la Croix-Rouge. C'est pour soigner les blessés. Et la guerre de 14, ça va profondément marquer Suzanne. D'autant qu'à partir de 1916, mais ça vous devez aussi le savoir, les Anglais reviennent, les gens qui avaient l'habitude de fréquenter la Côte d'Azur reviennent parce que la guerre dure et puis que finalement, on va quand même profiter de la Côte d'Azur. Et puis parmi les gens qui reviennent, il y a beaucoup de gens qui ont leur richesse, ils la doivent à l'industrie et puis la guerre les enrichit encore. Et ça va choquer Suzanne. Elle voit ses amis qui meurent, les sportifs qui meurent, et puis elle voit des gens qui jouent au tennis et puis qui s'enrichissent de la guerre. Et ça va vraiment la marquer. On le retrouvera plus tard dans sa vie. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce n'est pas qu'une championne de tennis, Suzanne. On s'aperçoit qu'à 12 ans, elle parle couramment anglais. Pourquoi ? Parce qu'au tennis, on parle anglais au Nisland Tennis Club. Et puis, elle est inscrite au cours Masséna, que vous devez connaître certainement, où on retrouve les enfants de l'aristocratie britannique et des Français nantis. Et donc, Suzanne, elle apprend l'anglais extrêmement vite. La guerre se termine. Suzanne va pouvoir aller à Wimbledon. On est fin juin 1919. Elle va faire son premier tournoi de Wimbledon. Avant de jouer à Wimbledon, elle a joué tous les tournois de la Côte d'Azur. Cannes, Menton, Nice. Elle gagne tout. Elle bat tout le monde. Et des scores assez humiliants. Quand on fait 2 ou 3 jeux contre Suzanne, on est content. C'est vraiment un massacre. Et puis, elle joue avec le roi de Suède, avec Gustave V, avec Manolo d'Espagne, avec les notables, et beaucoup de lords anglais qui font partie du club de Wimbledon, qui font partie du board de Wimbledon, ceux qui organisent le tournoi. Et donc, en 1919, quand elle arrive à Wimbledon, Suzanne vient avec une robe qui s'arrête juste au-dessous du genou. L'étiquette à Wimbledon est restée celle d'avant-guerre. Des robes jusqu'aux chevilles, des chaussures avec un petit talon, les gaines, le corsage noué, la cravate. Et quand Suzanne va pour jouer, elle arrive avec sa tenue décontractée, bras nus, jambes nues. Non, il y a quand même des bas. Les organisateurs de Wimbledon lui disent « On ne joue pas comme ça à Wimbledon. Vous ne pouvez pas jouer avec cette robe. » Suzanne a fait « Oh, s'il faut que je l'enlève. » Non, n'enlève pas. Elle dit « Non, mais c'est ça ou je ne joue pas. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 15 jours que dans tous les journaux londoniens, en première page, on pose la question « L'Anglaise va-t-elle gagner Wimbledon ?» Tout le monde l'attend. Les organisateurs du tournoi, ils ne peuvent pas lui interdire de rentrer sur le court. Donc, elle va jouer avec une tenue qui fait qu'il y a les passionnés de tennis qui viennent les voir, et puis il y a des messieurs qui viennent voir parce que quand elle saute, on voit sa culotte. Mais elle ne fait pas ça pour montrer ses jambes, elle fait ça parce que pour courir et pour faire du sport, il n'y a pas de raison qu'on entrave les femmes alors que les hommes sont libres de leurs mouvements. Bon, ils ont des pantalons, mais c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une robe pour courir. Puis ils n'ont pas de bottines. Ils ont des espadrilles comme elle en a. Bref, son premier match, on la programme sur le court numéro 5, c'est une femme. Le tennis, c'est quand même une affaire d'homme. Sur le court central, il y a la reine d'Angleterre, la reine Marie, avec George V, son mari, le roi. Et puis un joueur de tennis, je ne sais même plus qui c'est. C'est vide, il n'y a personne sur le court central. Court numéro 5, il y a les 6000 personnes qui devraient être sur le central, qui veulent voir jouer Suzanne. C'est l'émeute. Sauf qu'il n'y a pas de gradin. Elle met 20 minutes pour arriver sur le court, pour juste passer. Vous imaginez le truc ? Un sport qui n'intéresse personne, théoriquement. Là, tout Londres veut la voir jouer. Elle arrive finalement sur le court. Bon, le score est sans appel.
En tennis, on dit que son adversaire est reparti à vélo. 6-0, 6-0. Le match suivant, inutile de vous dire qu'il est programmé sur le court central. Parce que le tennis, c'est Suzanne Lenglen. Et le court central, théoriquement, il est fait pour 4000 personnes. Quand elle joue, ils sont 6000, debout, serrés comme des sardines. Dans le Times de Londres, il est écrit « On se serait cru dans les abris pendant que les bombardements des Zeppelins ». Tout le monde regarde Suzanne. Et c'est une course magnifique jusqu'à la finale. Et à l'époque, la finale, ça s'appelle le Challenge Round. C'est-à-dire que le vainqueur la vainqueur, en l'occurrence, de l'édition précédente, donc celle de 1914, ne joue que la finale contre celle qui a gagné le tournoi qui oppose toutes les autres joueuses. Donc elle va jouer Miss Lambert, qui est une femme de 41 ans, mais très expérimentée. Et en gros, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, sur herbe, Miss Lambert, elle est imbattable. Et puis il y a ceux qui disent, Suzanne, elle a beau être française, elle a beau commencer sur l'herbe, ça va être chaud. Et c'est chaud. On n'a jamais autant parié sur un match de tennis, en 1919, que sur ce match-là. Tout Londres en parle, tous les journaux en parlent. Même les journaux socialistes, alors que c'est un sport bourgeois, c'est tout d'un coup quelque chose qui dépasse tout. Et le match va être exceptionnel, puisqu'il va durer 3-7, parce que Suzanne, elle a un peu les chocottes quand même, hein. Le titre de Wimbledon, c'est quelque chose. Elle va même avoir un petit coup de mou au troisième set. Et là, il y a un geste qui va rentrer dans l'histoire, c'est que son père, qui est dans les gradins, lui jette une petite flasque d'alcool. Elle en boit une petite rasade, et puis elle gagne derrière. Alors, les Anglais, ils sont perfides, hein, vont dire toute sa carrière durant que c'est une alcoolique qui gagne grâce au cognac, parce que son truc préféré, c'est le cognac. Alors, elle aimait bien boire, mais elle avait parfaitement conscience, et son père aussi, que là, ça a marché une fois parce qu'il y avait un vrai coup de barre, mais autrement, n'essayez pas de boire de l'alcool pour faire du sport, ça ne marche pas. Hein. Enfin, pas pour ce sport-là en tout cas. Toujours est-il que l'année suivante, Suzanne remet en question son titre, et elle enchaîne victoire, victoire, victoire. 1920, Suzanne écrit un livre en anglais. Tennis for Women. C'est une méthode d'apprentissage du tennis. Une gamine de 21 ans qui est championne de tennis écrit en anglais une méthode de tennis qui est assez étonnante parce qu'elle fait la synthèse de tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a mis au point avec son père et avec Joseph. Et sa méthode, elle est géniale. Je l'ai lue. On pourrait croire qu'elle est écrite aujourd'hui. Elle introduit même des assouplissements. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis de compétition quand j'étais jeune. Les assouplissements dans les années 80, je peux vous dire qu'on ne savait même pas ce que c'est. Aujourd'hui, on sait. Mais elle, en 1920, elle dit, attendez, pour être un beau joueur de tennis, beaucoup de souplesse, du fractionné. Bref, truc assez génial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a toujours cet attachement à la France. Et donc 1920, elle gagne Wimbledon. Alors là, les scores, je ne vais même pas vous les énumérer, c'est vraiment impressionnant. Elle n'a pas d'adversaire, elle est au-dessus des autres. Mais elle a toujours une santé fragile. C'est une femme qui va dire, pour certains tournois, écoutez, désolé, je me suis inscrite, mais là, je ne peux pas jouer. J'ai mes règles, elles sont douloureuses. Avant les années d'aujourd'hui, elle est franco, elle dit les choses. Alors, les commentaires des juges arbitres, on n'a jamais entendu ça, pour qui elle se prend, c'est une diva, c'est un caprice. Non, c'est un problème de femme. Et bah oui, nous, on ne sait pas ce que c'est, mais elle sait. Mais elle a une telle personnalité que ça ne se discute pas. Suzanne, elle dit ça, on bougonne, on dit que c'est un caprice de diva. Non, elle souffre, elle ne joue pas. Elle s'économise en fait. Elle a conscience qu'il faut qu'elle joue quand elle est capable de jouer. 1921, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, monte une opération de communication aux États-Unis pour lever des fonds pour reconstruire la France meurtrie de 1914, de la guerre de 14. Qui de mieux que Suzanne pour faire une tournée et faire rentrer des fonds? Son voyage est payé par le Quai d'Orsay et elle a un programme d'exhibition dont tous les bénéfices vont permettre de reconstruire la France. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis c'est un travail d'image, de marque aussi.
C'est-à-dire que Suzanne Lenglen, ça commence à devenir quelqu'un que tout le monde veut écouter, veut voir. Et puis dans la délégation qui accompagne le Quai d'Orsay, il y a un abruti qui fait partie de la Fédération française de tennis. Et lui, il rêve d'une chose, c'est que Suzanne Lenglen gagne le tournoi des internationaux des États-Unis, qui se joue à l'époque à Forest Hills. Et il inscrit Suzanne sans le lui dire. Et Suzanne, quand elle fait cette tournée, elle le fait vraiment parce qu'elle est très patriote, parce qu'elle est fatiguée. En fait, on a découvert plus tard qu'elle a souffert toute sa vie d'une hépatite qui lui donnait des grandes fatigues récurrentes. Et là, quand elle part aux États-Unis, elle souffre de cette hépatite qui va en plus lui prendre les bronches. Bref, elle découvre 2 jours avant la date de son premier match qu'elle est inscrite à un tournoi auquel elle avait dit « Je ne vais faire que la tournée pour relever de l'argent. Je ne vais pas jouer à une compétition officielle, je ne peux pas. » Quand elle a l'information, la fédération américaine a vendu toutes les places que peut contenir le court central pour son premier match. Et on va la voir, on lui dit « Mais si tu ne viens pas, c'est l'émeute, c'est une catastrophe, ce n'est pas possible. » Et Suzanne va céder à la pression. Et elle va jouer contre une jeune américaine qui est un jeune espoir, dont tout le monde dit que peut-être que celle-là, elle pourra battre Lenglen un jour. Elle s'appelle Miss Mallory. Et Suzanne, elle rentre sur le court, elle a 39 de fièvre, elle ne cesse de tousser. Et après le premier set, au bord de la syncope, elle abandonne. Miss Mallory, elle se précipite vers elle, elle insiste en fait pour qu'elle arrête. Mais le lendemain, la presse, elle dit « Suzanne, elle a fait semblant. Elle a forcé sa toux parce que Mallory, l'américaine, était plus forte. » Et on va l'accabler, ça va être terrible. Elle va avoir une campagne de presse on l'accuse de tricher. Quand elle rentre en France, alors qu'elle a fait toute une tournée pour ramener de l'argent, eh ben dans la presse française, on reprend les propos de la presse américaine. D'autant que c'est un affront pour la France, parce qu'elle qui venait représenter la France, elle refuse de terminer un match. Enfin, c'est une réécriture de l'histoire, en fait. Ceci pour vous dire que dans la bibliographie officielle du site de la Women's Tennis Association, on vous dit que Suzanne a perdu un match. Moi, je dis qu'elle n'a pas perdu parce qu'en fait, elle ne voulait pas le jouer et que quand on est malade à 42 fièvres, enfin 39 et des bananes, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques mois plus tard, à Wimbledon, Suzanne rejoue Miss Mallory. Elle lui met 6-1, 6-0. Et puis, à la fin du match, parce que Mademoiselle Mallory, qui était compatissante quand il y a eu la blessure, l'abandon, le lendemain, elle a suivi la presse américaine, parce que finalement, c'était pour elle très glorieux. Suzanne avait peur d'elle. Suzanne, elle a été extraordinaire parce que quand elles se sont serrées la main, elle n'a fait aucun commentaire, elle a juste fait... Ça vous donne une idée du personnage. Cette femme est tellement exceptionnelle qu'en 1922, on inaugure à Wimbledon un nouveau court, un nouveau stade. Wimbledon, le Wimbledon d'aujourd'hui, est distant de 3 km de l'endroit où était le précédent Wimbledon. Ce stade, il va être remboursé en 3 ans grâce à la billetterie générée par Suzanne Lenglen. On va changer les règles du Wimbledon. Plus de challenge round. Elle joue le premier tour parce que on construit un stade de 14 000 places. On vend 14 000 places pour son premier tour. Et puis 14 000 places le lendemain pour son double mixte et pour son double double dame. La billetterie générée par Suzanne Lenglen va permettre à Wimbledon de se payer un stade avec un central de 14 000 places et un stade qui peut accueillir 25 000 personnes en 3 ans. Mais le problème, c'est que les joueurs de tennis, joueurs et joueuses, ils sont amateurs. Ils ne sont pas payés. Et Suzanne, mais ça l'insupporte. D'ailleurs, ça insupporte tout le monde. Tous les joueurs sont d'accord pour dire c'est pas normal. Les organisateurs s'enrichissent et nous, bon, on nous loge très bien. On est logés dans des palaces, on est quand même entre soi. C'est un monde quand même assez chic. Mais c'est scandaleux. Vous gagnez de l'argent et nous, rien. Quand vous allez à l'opéra, vous payez vos places, mais vous savez très bien que les danseurs, ils sont payés. Et nous, on fait venir beaucoup plus de monde qu'à l'opéra. On ne met pas 14 000 places. Et Suzanne, elle va faire une tribune dans la presse. Et elle demande à ce que les joueurs soient payés.
Le problème, c'est que tout le monde est d'accord, mais il n'y en a qu'une qui l'ouvre, qui ose dire et qui réclame haut et fort quelque chose qui choque la société, parce qu'on est toujours dans une image d'un sport amateur, chic, élégant. Oui, j'ai oublié de vous dire, en 1920, Suzanne est championne olympique, mais c'est un détail. Elle ne lâche pas. Et puis surtout, elle a une capacité de persuasion extraordinaire. Suzanne, entre les deux guerres, elle profite de quelque chose dont vous, mesdames, avez profité à cette époque-là, enfin, vos grands-parents, c'est qu'on donne une grande audience aux femmes. La guerre de 14, elle a permis de voir que l'économie, elle a tourné avec les femmes au travail, qui ont remplacé les hommes dans les usines, mais pas que dans les usines, en médecine, dans la recherche. Et entre les deux guerres, vous avez des femmes qui deviennent, à qui on laisse de la place. Et elles vont la prendre. C'est Coco Chanel, c'est Marie Curie, c'est Mistinguett, c'est Suzanne Langlaine. La première femme le premier pilote qui va traverser la cordillère des Andes avec des cols à plus de 4000 mètres, c'est une femme. Le premier film ethnographique, c'est une Anglaise. On accorde de la place dans la presse aux femmes. Alors, celles qui travaillent dans l'Aveyron, dans les champs, rien de changé. Hein. Mais dans les grandes capitales, celles qui font l'opinion, elles occupent de la place. On est en train de préparer des lois pour que les femmes puissent voter avant la Seconde Guerre mondiale. Sous la pression de ces femmes. C'est absolu. Et Suzanne, elle va s'engouffrer là-dedans. Et puis, elle est exceptionnelle parce que quand Suzanne est confrontée à des journalistes, dès toute petite, elle pose. Les joueurs d'habitude, ils sont comme ça. Elle, il y a toujours une jambe devant. Elle a 15 ans, elle est de 3/4. Alors, la place qu'on lui accorde, ça c'est un des articles qu'on va pouvoir lire dans la presse. Il va y avoir plus de 200 articles consacrés à Suzanne Langlaine dans le Petit Parisien entre 1919 et 1938. Je ne parle pas de résultats de match, 200 articles. C'est quelque chose de totalement exceptionnel, c'est extraordinaire. Elle donne aux journalistes ce qu'ils attendent. Elle répond exactement. On pense qu'elle a une petite faiblesse, elle va insister dessus pour mettre un peu de suspense pour le match d'après, qu'elle va régler en 2 temps, 3 mouvements. Elle va aller voir Jean Patou. Sa première robe de 1919, c'est sa maman Anaïs qui va la dessiner parce qu'elle travaillait dans la mode. Mais en 1920, elle arrive avec une robe dessinée par Jean Patou. Et Jean Patou lui laisse choisir tout ce qu'elle veut dans sa gamme de haute couture. Quand elle termine un match, elle se remaquille et pour la presse, pour la photo, elle est nickel. Elle a changé de tenue, elle a un manteau, elle communique. Elle est incroyable. Et puis elle répond en français et en anglais. Parce que le tennis à l'époque, c'est le français, c'est l'anglais. Donc elle a un pouvoir qui est absolument exceptionnel, mais qu'elle travaille, qu'elle pense, qu'elle réfléchit. Et puis arrive l'année 1924. Donc elle n'ignoره pas les victoires, elle s'inscrit à un tournoi, elle gagne. 1924, l'hépatite, elle remet un coup. Elle est fatiguée, elle est très fatiguée. Elle ne peut pas jouer. Et elle ne peut pas jouer les Jeux Olympiques de Paris. Elle avait gagné sa médaille d'or à Anvers, mais là, ça se joue à Paris. Elle est écocardienne, elle est très attachée à la France, donc elle veut vraiment les jouer. Mais elle ne va pas pouvoir. Pendant une année, c'est ce qu'on appelle une année blanche. Pas de tournoi, rien. On s'inquiète pour sa santé. Elle profite de cette année pour écrire un roman. Voyons. Elle écrit un roman qui s'appelle The Love Game. Elle l'écrit en anglais. Alors, Love Game en anglais, love, ça veut dire 0. Game, ça veut dire jeu. Son roman, c'est à la fois une histoire d'amour et c'est un jeu de mots pour dire un jeu gagné blanc. Un jeu gagné 40-0, l'adversaire a fait aucun point. Et dans ce roman, elle met en scène des femmes. En premier lieu, une jeune femme qui vit à Paris, qui va aller vivre en Angleterre, accueillie chez des aristocrates. Elle est quand même très fascinée par le milieu des aristocrates. Et c'est une joueuse de tennis exceptionnelle qui bat tout le monde. Mais elle a un rêve, c'est qu'elle veut transmettre. Elle veut devenir professeure de tennis. Et elle crée, dans ce roman, elle crée une école de tennis.
Et puis dans ce roman, tous les personnages importants ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Des femmes qui dirigent, qui désignent, qui décident, et à qui on n'impose rien. Elles intriguent un peu parfois. C'est un peu un roman à l'eau de rose. Hein. Mais elle met dans ce roman, qui va se vendre comme des petits pains, qui n'a jamais été édité en France, elle met en avant aussi sa pédagogie, curieusement. Elle explique des choses. Elle explique par exemple que sa championne, qui s'appelle Marcel Penrose dans le livre, Marcel, elle fait un quart d'heure de service tous les jours. Et puis, elle dit à un homme qui est un champion de Wimbledon, elle lui dit « Mais vous, messieurs, vous ne travaillez pas votre service. Moi, je ne fais jamais une double faute. Et puis, j'ai un service qui me permet de gagner des points. » Il faut dire qu'elle a eu un professeur qui lui avait appris ça. Toujours notre niçois, là, négro, Joseph. Elle le fait. Et elle l'écrit dans son roman. Et puis, elle écrit comment elle crée une école de tennis, comment elle forme des hommes, comment... Elle va le faire. Mais elle va le faire plus tard, quand elle sera plus professionnelle. 1925, elle reprend son cycle de victoire. 1926. Il y a une jeune femme qui, en 1925, apparaît. Cette jeune femme, c'est une Américaine, et on pense qu'elle est, et là, peut-être avec quelques arguments, qu'elle est presque aussi forte que Suzanne, voire qu'elle peut la battre. Elle s'appelle Helen Wills. Jeune fille absolument charmante, très élégante. Et il se trouve qu'elle est apparue déjà en 24, mais Suzanne ne jouait pas. Donc les journalistes ont commencé à dire, oui, bon, elle était malade, mais il y a Helen Wills quand même, qui accessoirement va être médaillée olympique en 24. En 25, Suzanne fait Wimbledon et gagne, c'est Helen Wills qui ne peut pas venir des États-Unis. Une histoire de bateau. Mais bref, tout le monde attend la confrontation Suzanne-Helen Wills. Et Suzanne, elle va être géniale. Parce que à cette époque-là, elle est en train de se dire, moi j'en ai marre de faire des tournois et d'enrichir tout le monde, et moi, bon, j'ai une petite fortune, mais j'aimerais avoir ma part. Elle est en train de penser à faire une tournée professionnelle. Et elle est en train de discuter avec un monsieur qui s'appelle Pyle, qui est un Américain, qui est l'organisateur du circuit américain de football américain, qui est professionnel, qui se joue dans toutes les villes. C'est quelqu'un qui compte. Et Pyle, il se dit, si on fait une tournée avec Suzanne Lenglen, connue dans le monde entier, elle va venir, et puis les autres, tout le monde va suivre, parce que si Suzanne le fait, tout le monde va suivre le jeu. Donc elle est en train de négocier avec M. Pyle, on est début 1926, on est en janvier, l'idée d'un contrat qui démarrerait en octobre 1926. Mais c'est secret, on ne dit rien à personne. Et là, elle se dit, tiens, pour lancer le truc, ce qui serait pas mal, c'est qu'il faut que je règle le compte d'Helen Wills. Elle voit qu'Helen Wills s'est inscrite au tournoi du Carlton de Cannes. Suzanne s'y inscrit. Bien sûr, elles sont chacune à un bout du tableau. La finale, Suzanne contre Helen. Et là, c'est un truc absolument sidérant, c'est que dans le monde entier, et je dis bien dans le monde entier, on parle du match du siècle. À Bombay, à Londres, mais à Sydney, à Singapour, les journaux ne parlent que de ça. Mais c'est vraiment pas des bêtises, je vous invite à regarder sur Internet, vous tapez match du siècle et vous allez voir tout ce qui remonte. Il y a 3000 spectateurs qui se... C'est pas un grand stade, hein, c'est le cours de l'hôtel Carlton, on met des gradins. Sur ces 3000 spectateurs, il y a 2000 journalistes, photographes, caméramans. Le Times de New York, le New York Times, affrète un bateau spécial et un avion pour récupérer les photos le plus vite possible pour faire un compte-rendu avec photos du match du siècle. Et le match du siècle se termine par une victoire de Suzanne Lenglen, avec en plus un petit moment dramatique, c'est qu'on lui annonce une première fois la victoire, ça c'est pour l'anecdote, mais une balle d'Helen Wills s'est donnée faute d'abord, jeu 7 et match, elle se serre la main, et puis le juge de ligne, en fait c'était un spectateur qui avait crié faute, mais il y avait tellement de bruit qu'on n'avait rien entendu. On rejoue le point, elle perd le point, mais Suzanne va finir par gagner. Mais il y a tout ce qu'il faut pour la presse, la dramaturgie, le fair play, parce qu'elle accepte de rejouer le point, alors qu'elle aurait pu dire « Non, attendez, on s'est serré la main, c'est fini ». Bref, un truc incroyable. Il n'y a plus qu'un tournoi de Wimbledon, et elle a décidé d'annoncer après Wimbledon que ça serait son dernier match, son dernier tournoi, parce qu'elle allait devenir professionnelle, et donc n'aurait plus le droit de jouer à Roland-Garros, à Wimbledon. Il n'y a pas encore Roland-Garros d'ailleurs, on est en 1926.
Ça va être 1928, le premier tournoi de Roland-Garros. C'est toujours secret, c'est toujours un truc. Elle arrive à Wimbledon pour jouer. Et là, il se passe un truc, là aussi, pour lancer une carrière, il n'y a pas mieux. La reine Marie est là. Et la reine Marie veut voir jouer Suzanne. Or, le jour où vient la reine Marie, Suzanne est programmée en double mixte le matin, et la reine Marie va arriver l'après-midi et veut la voir jouer en simple. Rien que ça. On ne refuse rien, on est en Angleterre, on ne refuse rien à la reine. Le juge arbitre consent de changer le tableau et va dire à Suzanne Lenglen, tu joues pas ce matin, enfin tu joues pas demain matin, tu joues l'après-midi et en simple, et pas en double dame. Et Suzanne, elle prend le règlement, elle dit, attendez, le règlement, vous m'avez annoncé que je devais jouer en double, et je refuse. On dit, non mais c'est la reine qui demande. Non, non, le règlement, c'est le règlement. Le ton monte. La dernière phrase que vont entendre les journalistes, qui va être reportée bien sûr à la reine d'Angleterre, c'est « Plus jamais je ne remettrai un pied dans ce club de merde ». Vous imaginez ce que ça se fait au niveau de la presse. En Angleterre d'une part, mais dans le monde entier. Et derrière, elle annonce, de toute façon, on ne m'y invitera pas, car j'ai signé un contrat professionnel et on va lancer le Lenglen Tour aux États-Unis. Octobre 1926, New York, Madison Square Garden. Premier match de Suzanne Lenglen, 14 000 personnes. On aurait pu remplir 2 fois le Madison Square Garden. C'est l'événement. La tournée commence assez bien, avec juste un problème, c'est qu'il n'y a que 4 personnes qui le font, 2 hommes et 2 femmes. Parmi les hommes, il y a un joueur français qui s'appelle Ferret. On en reparlera un tout petit peu plus tard. Suzanne, elle n'a pas d'adversaire. La pauvre américaine contre qui elle joue, qui a beau être une très bonne championne, elle est championne des États-Unis, mais à chaque match de la tournée, elle prend 6-0, 6-1. Alors on fait des doubles mixtes, on fait des matchs un peu folklore pour faire du spectacle, mais les gens, ils veulent voir des vraies compétitions et pas un massacre toujours la même qui se fait battre. Et puisque M. Pyle et Suzanne n'avaient pas envisagé, c'est peut-être là une des rares erreurs de Suzanne, c'est la puissance des fédérations tenues par des hommes qui ne supportent pas qu'ils doivent tout à une femme. Le tennis est connu dans le monde entier. Si je vous parle de Bill Tilden, je pense que ça vous dira, mais rien du tout, encore moins que Suzanne. Mais à l'époque, c'est Suzanne. Le tennis, c'est Suzanne Lenglen. Les fédérations, c'est des hommes, plutôt très conservateurs. Le succès de leur sport dépend d'une femme, ça ne leur plaît pas du tout. Et là, ils vont se venger. Elle transgresse les règles, elle est professionnelle. Il se trouve que les présidents de fédération, ce sont aussi les patrons de la presse spécialisée, de la presse tennistique. Les articles, on la traite de prostituée. Elle joue pour l'argent, c'est dégoûtant, c'est les valeurs du sport, tout s'est effondré. C'est une catastrophe, on n'en veut plus. Mais c'est d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Et la tournée, elle va s'essouffler progressivement. Et puis finalement, Pyle, il arrête les frais. Parce que sur son dernier match, il y a 200 spectateurs. Elle est devenue millionnaire. Parce qu'elle a très très bien négocié son contrat. C'est une femme d'affaires redoutable. Elle a pensé à fabriquer des produits dérivés. Alors, je ne vous dis pas, je vous dirai un petit mot après sur l'esthétique en jeu de Suzanne. Là, c'est la Miss Mallory dont on parlait, celle qui... C'est juste avant de prendre son 6-0, 6-1. Le match du siècle. L'Excelsior, c'est l'équivalent de Paris Match à l'époque. Donc on est en 1926. Sauf que c'est un Paris Match quotidien. Mais la une de l'Excelsior, d'habitude, c'est le président de la République, c'est la réunion de la Société des Nations. Et bien là, en février 1926, vous voyez qu'il y a de la place que pour le match du siècle. Mais c'est la même chose au New York Times, c'est la même chose au Times de Londres, c'est la même chose partout. C'est inimaginable. Madison Square Garden, premier match. Ça, c'est le match du siècle. C'est Helen Wills qui est debout, un peu triste. Suzanne avec les bouquets, comme d'hab. La petite poupée que vous voyez là, elle a été fabriquée à 15 000 exemplaires. C'est la Suzanne Lenglen avec le bandeau qui la caractérise, avec sa tenue dessinée par Jean Patou. En une semaine, elles sont vendues. On ne trouve plus une poupée
disponibles. Elle va créer une marque de rameurs, Suzanne Lenglen, des chaussures, Suzanne Lenglen, enfin, c'est juste sidérant. Là, elle devient officiellement mannequin pour Patou. Cette fois-ci, elle a le droit d'être payée pour porter les tenues Patou. Bref, tout ce qui gère, tout ce qui fait le tennis d'aujourd'hui, elle l'a inventé. Elle a inventé le tennis moderne et contre l'autorité des hommes, parce que vraiment, ça les gonfle, pour parler vulgairement. C'est quelque chose d'absolument sidérant. Ah, ça, c'était parce que vous avez Joseph Negro, que vous voyez là avec Suzanne, et c'est pris au Nice Land Tennis Club. C'est juste parce que je vous ai donné un nom, mais ça vous permet de le voir. C'est lui qui est à droite. Regardez la tenue des gens. Il y en a un qui n'est pas de la même classe sociale. Il ne se tient pas de la même façon. C'est un champion extraordinaire parce que ce qu'il a fait, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Il y a un championnat du monde des professeurs de tennis, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire les tournois officiels. Il est toujours en finale, voire il gagne. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Je reviens sur Suzanne. La tournée terminée, elle revient en France. Et quand elle revient, on lui interdit de jouer au tennis. Alors que le joueur français qui l'accompagnait, on lui fait payer une amende de 5 000 francs et il peut refaire les tournois. Suzanne, c'est hors de question. Ce qui va faire bouger les choses, c'est les mousquetaires. Parce qu'en 1927, les fameux mousquetaires, Cochet, Lacoste, Brotra, Brugnon, gagnent la Coupe Davis à Philadelphie. Et à l'époque, c'est le championnat du monde par équipe. C'est le truc réservé aux anglo-saxons. On gagne. Et quand les joueurs français arrivent au Havre de Philadelphie avec le trophée, toute la presse française est là. Même la presse SFIO, alors que théoriquement c'est le sport des bourgeois. Mais là, tout le monde est là, comme pour Suzanne. Et on attend qu'ils racontent leurs exploits. Et tous les quatre, l'un après l'autre, disent « on a gagné le trophée grâce à Suzanne ». Parce que Suzanne Lenglen, depuis 1922, elle leur apprend à jouer le double. Elle leur donne toutes les astuces et tous les trucs qu'elle a appris avec son père, avec Joseph et en compétition. Elle leur apprend à jouer sur herbe. Et tous disent, la Coupe Davis se gagne grâce au double, elle leur apprend le double. Parce qu'avec son père, ils ont réfléchi à des positionnements, à des stratégies qui sont toujours d'actualité. On va se ruer au filet, il faut prendre le filet, il faut gagner le filet. Parce que quand on regarde les images de double de l'époque, il y a toujours un joueur derrière, un joueur devant. Elle dit non, c'est les deux devant. Et les mousquetaires vont appliquer ça. Et la Coupe Davis, elle se gagne sur les doubles. La fédération va devenir un peu plus tolérante parce qu'après les mousquetaires, qui vont gagner la Coupe Davis en 27, 28, 29, 30, 31, 32, ils perdent en 33. D'ailleurs, on construit un stade pour jouer la finale de la Coupe Davis parce que c'est le Challenge Round là aussi. Donc on va jouer la première finale de Coupe Davis en France. On construit le stade de Roland-Garros grâce aux mousquetaires parce que tout le monde veut voir jouer les mousquetaires. Donc on fait un central de 14 000 places. Mais bref, après la phase glorieuse des mousquetaires, qui convient parfaitement à la fédération, parce que ça, c'est des mecs, et qui ne contestent pas, ils ne demandent pas à être professionnels, ils le sont en fait, hein, c'est des dessous de table. On appelle ça les shametters, les amateurs de la honte. Bref, ils sont parfaits. On les célèbre, on met Suzanne un peu de côté, sauf qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de relève. Alors tout d'un coup, on se souvient que Suzanne, elle est quand même pas mal comme pédagogue. D'autant qu'elle a écrit un nouveau bouquin sur l'enseignement du tennis avec une danseuse, une chorégraphe. Parce qu'elle pense qu'il faut un équilibre entre le geste, l'élégance et l'efficacité. Et elle inscrit son jeu un petit peu dans ce que font dans la mode de l'époque. Hein, c'est Daguilev, c'est les ballets russes. C'est Isadora Duncan aussi, qui était une grande star. La danse et le corps libéré, c'est quelque chose de très important. Toujours est-il qu'on va confier à Suzanne Lenglen deux choses. Un, la création d'un diplôme de professeur de tennis avec un examen. Et elle met au point l'examen. Et puis, une méthode d'entraînement qu'on va appeler la méthode française d'enseignement du tennis. C'est Suzanne Lenglen qui va écrire la première méthode, qui va après évoluer, mais elle en pose les bases. Et puis, elle crée une école de tennis. Et une école de tennis accessible à tous, parce qu'elle veut que tout le monde puisse accéder au tennis. Et donc, on passe de cours individuels à cours collectifs.
Et puis, quand elle fait la promotion de son école de tennis, c'est toujours les filles qui sont devant. On a l'impression qu'il n'y a que des filles. Il y a autant de garçons que de filles, mais ils sont derrière. On a inversé la donne. Les filles d'abord. C'est juste incroyable. Et elle fait ça délibérément, elle le pense. Beaucoup de sportifs, ils ont révolutionné leur sport parce qu'ils voulaient gagner. Ils font instinctivement quelque chose et tout le monde s'aperçoit que c'est efficace et on va les copier. Elle pense tout. Elle pense le professionnalisme, elle pense sa technique, elle pense sa préparation physique, elle pense sa rapport à la presse. Elle n'a pas besoin d'agents, elle n'a pas besoin de conseillers de communication. Elle gère tout, mais sublimement bien. Les produits dérivés, elle gère absolument tout. Patou va dire que la négociation de son contrat de mannequin, ça a été la plus dure négociation de sa vie. Ça a été le mannequin la mieux payée de Patou. Mais elle a raison, elle fait vendre. Donc elle a tout inventé du tennis français, du tennis mondial. Aujourd'hui, il n'y a rien de neuf, à part le tie-break, mais ça, ce n'est pas une règle qu'ont fixé les joueurs. Mais entre ce que fait aujourd'hui, ou ce que faisait Venus Williams, Serena Williams, et ce que font l'Anglaine, zéro différence, ni dans la préparation, ni dans la marchandisation du sport, rien. Tout a déjà été posé par Suzanne. Mais du coup, on peut se poser la question, comment est-ce qu'elle a disparu de la mémoire collective? Parce que, très honnêtement, vous, à Nice, vous y êtes un peu plus sensible parce qu'elle a puisé son énergie ici. Mais allez à Roland-Garros. Moi, j'y ai travaillé pendant 6 ans. J'ai créé le musée de Roland-Garros. J'y ai travaillé pendant 6 ans. Les gamins qui s'entraînaient, les entraîneurs, je leur parlais de Suzanne Lenglen, bon, ils savaient que c'était un cours, que c'était une championne, mais ils ne connaissent rien. Vous allez en Angleterre, juste pour la petite histoire, juste avant qu'elle joue ce Wimbledon 1920, 15 jours avant, tous les bus à l'Impérial à Londres, il y a sa photo à l'arrière et il y a écrit « She's back ». Ça vous donne quand même une idée de la puissance de cette fille. Bref, comment elle disparaît? Eh bien, elle disparaît principalement, délibérément, du fait de la Fédération française de tennis, des dirigeants. Il faut savoir qu'on va arriver sur la guerre. Suzanne meurt en 1938, ses obsèques, c'est quasiment national. Il y a tout ce qui compte, et dans le monde du sport et dans le monde politique, qui est aux obsèques de Suzanne. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement important. Mais arrive la guerre, et avec la guerre, le régime de Pétain. Et le régime de Pétain, c'est la femme, elle est là pour faire la cuisine, elle est là pour faire des enfants, elle est là pour s'occuper de son mari et des vieux. Mais elle n'est plus là pour faire du sport, elle n'est plus là pour faire des affaires, elle est remise à une place que le maréchal juge nécessaire. Et puis derrière, après la guerre, c'est une affaire d'hommes. Le Conseil national de la résistance, il y a une seule femme. Bon, c'est celle qui propose la sécurité sociale, c'est pas con. Mais il n'y en a qu'une. Et le régime, le premier gouvernement, même si on donne le droit de vote aux femmes, mais le premier gouvernement, il n'y a que des pantalons. Et puis après, vous avez le régime vous avez le général de Gaulle qui arrive président de la République, et Tante Yvonne, c'est pas une image très dynamique de la femme. Alors que c'est une femme exceptionnelle. Mais on revient en arrière. Il n'y a plus les femmes dans la presse. Il n'y a plus de... Si, il reste un peu Colette, mais elle va mourir dans les années 50. Donc, on pique la place aux femmes. Et la Fédération française de tennis, elle doit célébrer le culte des mousquetaires parce que entre 1940 et 1942, le commissaire général au sport s'appelle Jean Borotra, de Pétain, qui va donc faire appliquer les lois juives dans le sport. Pas terrible. Et René Lacoste va être président de la fédération de 40 à 43, s'occupant notamment de l'organisation des matchs exhibitions pour les Verts de Gris. Donc quand arrive la libération, et puis Cochet, c'est un fils de gardien de stade. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a pas fait d'études, qui n'est pas du milieu. Pour vivre pendant la guerre, il fait des matchs exhibitions devant ceux qui peuvent payer. Et ceux qui peuvent payer, c'est les gens de Vichy, ou en gros, c'est les collabos, ou c'est l'occupant. Donc il faut refaire la sculpture des mousquetaires, il faut leur redonner la place quand même, parce qu'on leur doit Roland-Garros, etc. Et de 1946, victoire d'Yvon Petra, un Français, génial, jusqu'à 1990, à chaque tournoi de Roland-Garros, et les mousquetaires, et interviews, et machin, Lenglen, disparu. Personne n'en parle.
Les biographies, on en revient. Chaque année, il y en a une nouvelle. L'épopée est merveilleuse. Il y a juste une période qui n'existe pas, dont on ne parle pas, elle n'est pas intéressante, il ne s'est rien passé. 5 ans, c'est quoi? Et Langlaine, à la poubelle. Et ça, c'est terrible. Et ce qui va se passer juste, c'est qu'en 1990, il est décidé de construire un nouveau stade, un nouveau cours central, enfin un central bis. On va l'appeler d'abord le cours A. Et puis bien sûr, les présidents de la fédération, René Lacoste et Jean Borotra sont toujours vivants, annoncent qu'on va l'appeler le cours des mousquetaires. Et là, petit réveil, Lacoste, non, Suzanne Langlaine. On appelle le cours Suzanne Langlaine. On inaugure le cours Suzanne Langlaine, et puis c'est un cours. Mais on ne sort même pas une biographie de Suzanne Langlaine. Rien. Et juste, pour aller dans ce sens-là encore, il y a une championne française qui s'appelle Simone Mathieu. Alors là aussi, on a donné le nom d'un cours. Un nouveau cours du nouveau stade. Simone Mathieu, elle gagne Roland-Garros 2 fois, 38-39. Elle est aux États-Unis quand il éclate la guerre. Elle rentre à Londres. Elle rejoint le général de Gaulle. Elle crée... Le général de Gaulle ne veut pas de femmes dans la guerre. Elle a un caractère un peu à la Langlaine. Elle dit, mon général, j'ai gagné 2 fois Roland-Garros, tout le monde me connaît. Si on ne crée pas un corps féminin des forces françaises libres, je m'engage chez les Anglais où il y a des femmes et vous en entendrez parler. Le général cède. Elle crée le corps féminin des forces françaises libres. On la retrouve en photo à côté du général de Gaulle en novembre 1943 à Alger quand il fait son discours sur les intellectuels qui ont défendu l'honneur de la France. On la retrouve à la libération de Paris en août 1944 à côté du général de Gaulle. Qui connaît Simone Mathieu? Imaginez qu'elle porte un pantalon. Le stade ne s'appellerait même plus Roland-Garros, il s'appellerait Simon Mathieu. Voilà. Donc Suzanne, c'est une femme exceptionnelle qui a vécu dans une époque exceptionnelle. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais vous en parler pendant 4 heures, mais on est tenu par un timing, mais on pourra échanger quelques questions. Mais voilà, ce que je voulais vous mettre en avant, et ce que j'ai découvert, et ce qui fait que je vis en ce moment et je dors avec Suzanne Langlaine parce que les droits du livre ont été achetés, on va sans doute en faire un biopic. Donc je continue de travailler dessus. C'est une femme incroyable qui va bien au-delà du sport, qui a profité d'une période où les femmes ont eu une audience et elle s'est engouffrée dedans avec une intelligence incroyable. Et elle mérite qu'on connaisse son histoire. Je vais juste, pendant que si vous avez des questions, vous présenter un petit film. En 1922, Pathé Actualité lance l'idée de faire un film sur le tennis, une présentation avec les 2 numéros 1 mondiaux, Bill Tilden et Suzanne Langlaine. Ça s'appelle How I Play Tennis. Et Suzanne Langlaine, elle va communiquer. Elle va faire une chorégraphie. Elle ne va pas jouer comme elle joue en match. Elle s'inscrit dans les valeurs de l'époque. Oui, je vais enlever la souris et je vais la mettre en grand. Excusez-moi. Voilà. Donc ça, c'est le stade de Wimbledon de 1922, celui qui a été écrit avec les pépettes ramassées grâce à ses prestations en tournoi. Avant chaque fiction diffusée, il y avait les actualités cinématographiques et puis le How I Play Tennis, qui ont été diffusés pour Suzanne Langlaine de 1922 à 1925. C'est-à-dire que 22, 23, 24, 25, vous alliez voir un film Pathé, vous aviez avant un petit film où vous voyiez Suzanne Langlaine faire une démonstration de tennis. Donc ça, c'était pour le contexte, dire qui elle était. Et puis après, vous allez la voir jouer devant une caméra expérimentale qui permettait de faire des ralentis en 160 images secondes, 1922. Un truc incroyable. Et là, vous allez voir une véritable chorégraphie. Vous voyez que quand on parle d'un stade de 14 000 places, c'est quelque chose quand même. Et là, le stade est plein, c'est un double. C'est un premier tour de double. Oui, pardon. Je vais aller un tout petit peu plus loin parce que c'est là que ça devient intéressant après. Et c'est vraiment exceptionnel. Voilà.
elle joue pour faire une chorégraphie. On voit un spectacle de danse. Elle ne joue pas comme ça en match. Mais elle a conscience que pour travailler son image, pour mettre en avant sa robe patou, elle va faire des bonds. Et elle va faire une véritable chorégraphie, mais en même temps qui correspond à sa philosophie. Il faut maîtriser l'équilibre du corps, il faut avoir un geste équilibré, il faut être en souplesse, il faut un engagement. Mais hormis ça, vous regardez l'engagement qu'elle a dans la balle en 1920, c'est le tennis d'aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce qu'on faisait à l'époque. Elle a une telle avance dans sa conception du sport, elle a tellement inventé le tennis moderne, que ce qu'elle fait, c'est de l'image d'aujourd'hui. Donc, pendant qu'on échange, je vous laisse les images que vous pouvez regarder, mais imaginez un film de 9 minutes, de 1922 à 1925, présenté à chaque projection d'un film. Un western, un machin, un truc, Suzanne Lenglen. Mais c'est un tel spectacle.